Alors, on démarre l'après-midi par une table ronde illustrée d'ailleurs assez magnifiquement par cette belle photo aérienne. Euh, donc, sur les enjeux liés aux transitions climatiques et énergétiques. Alors, pour en parler, j'invite à me rejoindre sur celle de Caroline Cartalier qui est avec nous. Bonjour Madame Cartalier, vous êtes directrice régionale adjointe de la Banque des Territoires Occitanie. Alors, en vous asseyant, vous pouvez prendre le micro. Ne vous asseyez pas sur le micro. Vous pouvez où vous voulez. Il n'y a pas de piège. Je ne pense pas qu'il y ait que ça soit scié. Qu'il y en ait un qui soit scié. Banque des Territoires Occitanie, le directeur régional est Patrick Party. Bonjour. Camille Fabre, directeur régional délégué de l'ASDEM Occitanie. Bonjour, monsieur Fabre. Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, bien sûr, la directrice de l'ADEME Occitanie qui est Céline Vacher. Bernard Agarini, bonjour. Monsieur Agarini, vous êtes DGS de la communauté d'Agaudracénie Provence-Verdon, dans le Var, c'est bien ça. Et vous êtes aussi vice-présidente de l'ADT INET. C'est aussi à ce titre, et surtout à ce titre que vous êtes là avec nous cet après-midi. Et Yvon Isikel, qui a un lien, qui connaît bien cette photo, qui est derrière nous. Monsieur Isikel, vous êtes chef de projet transition écologique de 7 aglopoles Méditerranée, dont le nouveau président est Loïc Linares. Bonjour à tous les quatre pour parler de ces enjeux passionnants de transition climatique et énergétique dans les collectivités territoriales. Peut-être rappeler dans un premier temps le rôle, les outils de la Banque des Territoires, de l'ADEME, et puis après on évoquera des exemples très territoriaux dans le Var et sur le littoral héroltais, si ça vous va qu'on procède ainsi. Sur l'ADEME, la Banque des Territoires, rapidement, est-ce que vous pouvez rappeler quel est le rôle de vos deux organismes pour accompagner les collectivités, puisque vous vous adressez bien à des DGS de collectivités, donc ciblez bien le message à leur attention. Quels sont vos rôles respectifs pour accompagner les collectivités dans ces enjeux de transition climatique et énergétique? Madame Cartalier, c'est comment je débute? Ouais. Merci beaucoup, merci pour votre accueil, vraiment très chaleureux. Donc la Banque des Territoires est une direction de la Caisse des dépôts et consignations qui existe depuis 2018 et qui a pour vocation d'accompagner les territoires, le développement local à travers ces directions régionales qui parcourent des communes, des intercommunalités, des départements, ici donc en Occitanie, donc sous la houlette de Jean-Jacques Aladjian, que la plupart d'entre vous connaissent, et ses deux collègues Florence Hermann-Raza et Paul-Alexandre Martineau. Notre objectif à la Banque des Territoires, c'est vraiment de prioriser 2 stratégies. La première, c'est la transformation écologique des territoires. Donc, comme le disait Hubert, effectivement, c'est la partie climatique qui nous intéresse. Et un second volet qui est sur la cohésion sociale et territoriale. Donc, qu'est-ce que l'on met derrière le volet transformation écologique du territoire, puisque c'est ce qui le concerne ici. Nos 3 façons d'intervenir principalement, la partie prêt. Donc, on prête sur du très long terme pour vos projets d'investissement territoriaux qui œuvrent pour les économies d'énergie, pour la production d'énergie, pour l'environnement, donc ce sont des thématiques telles que l'eau, telles que la réhabilitation thermique de vos bâtiments publics, telles que les déchets, telles que la mobilité douce. Et donc tout ceci, on va pouvoir faire de près de très long terme, à partir de 25 ans, pour pouvoir vous accompagner dans leur aboutissement. Et on met un supplément d'âme, évidemment, notamment sur les territoires comme Petite Ville de demain, comme Action Cœur de Ville, sur de l'ingénierie. On a des programmes particuliers sur lesquels on souhaite accompagner parce que l'ingénierie est coûteuse et qu'on veut vraiment accompagner pour que les choses soient bien faites en amont de ces différents financements, parce qu'un investissement pour une collectivité se décide avec de l'aide à la décision. Et donc, quand on fait une rénovation énergétique d'une école, d'un collège, d'une mairie, on a besoin de savoir de quelle étiquette je passe à quelle étiquette je passe, et donc d'avoir un diagnostic. Et si la Banque des Territoires peut nous accompagner, par exemple, pour cofinancer ces diagnostics, on est là pour ça. Donc, voilà quelques exemples sur un sujet particulier, comment on peut intervenir à vos côtés de façon très pragmatique. Merci Camille Fapp. Le rôle de l'ADEME, rappelé en quelques propos introductifs sur ces enjeux de transition
climatique et énergétique, et puis peut-être l'actualité aussi sur ce qu'il y a de nouveau dans et la stratégie, les outils d'accompagnement de manière générale. Merci Hubert. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, c'est juste dans ce contexte un peu tumultueux autour de la transition écologique et du devenir des agences, mais ça serait pas ce soir, on va dire. Juste saluer la présence des DGS, que vous êtes ici présents, parce que je pense que dans cette période préélectorale où on attend de vous peut-être que vous facilitiez la coupure du ruban, le fait que vous soyez présents ici pour prendre de la hauteur et donner de la perspective à vos travaux, je trouve ça particulièrement intéressant. Et donc, pour répondre à votre question, Hubert, oui, bon, je pense que l'ADEME est un peu connue, hein, ce qui fait qu'on est peu connecté ces derniers temps. Donc, nous sommes un opérateur de l'État et nous accompagnons la transition écologique. Un des objectifs de la France, c'est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Et donc, nos dispositifs d'accompagnement, c'est la formation, de l'aide à la décision et puis de l'aide à l'investissement. Je ne serai pas plus long là-dessus, mais ce qui me paraît, pour introduire cette table ronde, ce qui me paraît intéressant, c'est d'aborder les deux axes. Celui de l'atténuation du changement climatique, d'imiter nos émissions, et dans lequel les collectivités ont un rôle majeur. 50% des actions qui contribuent à la stratégie nationale bas carbone, la neutralité en 2050, relèvent d'actions concrètes décidées par ou avec des élus et des techniciens dans les territoires. Ça, c'est pour poser le cadre. Et puis, bien sûr, vous les connaissez, et on intervient sur chacun de ces sujets-là. La transition des transports, les énergies renouvelables, vos bâtiments, le développement économique, la commande publique, bref, finalement, qui n'en manque pas. Et il y a un second volet qui me paraît intéressant, c'est celui d'adaptation au changement climatique, parce qu'il y a une petite nouveauté que je voulais vous partager. Je ne sais pas si elle a irrigué dans vos territoires. C'est le PNAC, KESACO. Le PNAC, c'est le Plan national d'adaptation au changement climatique. C'est sa version 3 qui a été sortie au printemps dernier. Et dans ce cadre-là, il y a une mission adaptation dont nous sommes à la Banque des Territoires et l'ADEME. Et cette mission adaptation, elle vise à apporter une information de l'outillage auprès des collectivités, parce que l'adaptation, c'est peut-être encore plus compliqué que le sujet de l'atténuation. Parce que l'adaptation, ça concerne pas que l'ADEME, ça concerne des investissements à très long terme. Cette photo d'ailleurs est très parlante, et Yvon Ezekiel aura l'occasion de la commander. On a l'impression que voilà, il y a une dimension guerrière, là, on se protège contre la mer qui arrive, quoi, avec ses épis. Bref. Et donc, sur l'adaptation, c'est des questions de biodiversité, ça concerne l'OFB, c'est des questions de ressources en eau, ça concerne l'agence de l'eau, c'est des questions qui peuvent concerner l'ADEME, c'est des questions qui concernent aussi le CEREMA, la Banque des Territoires qui a des dispositifs sur le sujet. Et vous voyez qu'on est, nous, opérateurs. Je sais que la Banque des Territoires n'est pas un opérateur, nous sommes un peu éparpillés. Et donc, le FNAC nous dit, mettez-vous côte à côte, ensemble, et offrez une offre concertée, intégrée, transversale, auprès des collectivités qui se heurtent à cette complexité de l'adaptation au changement climatique. Parce que l'adaptation au changement climatique, c'est maintenant. Et pour ça, on a une offre stratégique avec une trajectoire d'adaptation au changement climatique, construire une stratégie pour irriguer vos PCAET, irriguer vos PLU, vos SCOT. Et puis, quelque chose de plus concret, c'est le service numérique Plus Fraîche Ma Ville, qui vise à vous outiller, il est accessible, hein, Plus Fraîche Ma Ville, c'est en ligne, sur je veux faire réaménager mon quartier, quelle technique avoir, désinternaliser, quel coût, quelles solutions techniques, et ça, c'est une offre sur plus opérationnelle. Et sur l'aide stratégique, donc l'offre contact. Oui, c'est ça. Trajectoire d'adaptation au changement climatique dans les territoires. C'est ça. Ok. Quelques mots peut-être aussi sur la question du budget des collectivités, avec l'obligation réglementaire, je lis parce que c'est très précis, avec l'obligation réglementaire de l'annexe dédiée et des opportunités de parler climat avec le budget. Bon, là, je te demande, là c'est toujours pareil, parce que j'imagine, j'ai que des sachants face à moi, certainement celui qui s'y connaît de moins dans la salle, mais bon, j'imagine tout le monde le sait, mais c'est quoi votre message? Alors, le budget, en fait, autant où toutes les collectivités sont investies dans la TO, transition écologique, mais certaines le sont moins. En tout cas, tout doit construire un budget. Tout doit construire un budget. Et c'est ça qui nous intéressait avant même l'obligation faite par la loi de finances 2024
d'établir une annexe indiquant l'impact du budget pour la transition écologique. Ça, c'est une obligation pour toutes les communes de plus de 3500 habitants. Je ne sais pas si vous l'avez en tête. Et cette obligation, elle amène à justement analyser son budget sous l'angle du climat, avec des actions qui sont favorables, défavorables ou neutres concernant le climat. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que c'est l'occasion de parler climat avec toutes les collectivités, en tout cas c'est supérieur à 3500 habitants, et puis on espère influencer des décisions et des orientations des collectivités. Et on a la prétention en Occitanie d'avoir été un peu en avance là-dessus, parce qu'aujourd'hui, il y a une obligation réglementaire, donc qui dit obligation réglementaire, pas d'aide de l'ADEME, mais on avait anticipé cette réglementation, on avait lancé un ANI, on a accompagné 7 collectivités, dont 7, dont le département de l'Hérault, dont le Pays de l'Or, dont pas mal de collectivités héroltaises. Et donc aujourd'hui, elles ont un peu un temps d'avance sur cette obligation réglementaire. Après, ce que les collectivités élus et DGS peuvent vous dire ou vous disent, ou non, peut-être, j'en sais rien, je suis pas dans votre discussion, c'est que c'est plus difficile d'investir aujourd'hui. Il y a des contraintes, vous savez, des contraintes très lourdes, qui budgétaires, quoi. Mais qu'est-ce que vous... Et or, en face, la photo l'illustre, enfin, il y en aurait qu'un d'autre. En face, il y a des murs d'investissement liés à la transition climatique et énergétique et dans les assises des travaux publics, on parle souvent des nationales, régionales, etc. Qui a un mur d'investissement, mais en face, contraintes budgétaires semble compliqué. Enfin, vous leur répondez quoi? C'est moi ou c'est Caroline? Caroline Cartalho, les devs, Oui, l'enjeu, le mur est haut, mais les enjeux sont majeurs et moi j'aurais tendance à dire chaque goutte compte. Donc voilà, les problématiques d'une commune plus petite, entre guillemets, même si a ses propres enjeux. Une agglomération, le littoral a ses enjeux. Et donc, chaque contribution, quelque part, à de l'atténuation ou de l'adaptation compte. Et donc, il faut organiser les choses. Il faut vraiment le faire de façon organisée, scindée, avec justement les bons moyens et bien alignée, puisqu'on est vraiment, encore une fois, sur des investissements importants, mais aussi des investissements durables. C'est-à-dire que l'enjeu du long terme, quand vous choisissez des investissements, il doit être adapté à la façon dont vous les financez. Donc ça, vous savez, c'est votre métier avec vos directeurs financiers. Pour autant, on voit parfois effectivement des collectivités qui vont emprunter, par exemple, parce qu'ils doivent emprunter pour financer un investissement sur des choses de très court terme. Donc moi, pour ma part, par exemple, investir dans un réseau d'eau et emprunter pour cela à 10 ans, c'est un non-sens économique, c'est un non-sens financier. Il faut vraiment pouvoir se dire, ce réseau d'eau qui aujourd'hui ne peut pas effectivement apporter de l'eau à chacun de mes habitants, il va durer 30 ans. Et donc, quand je vais le faire, quand je vais le réparer, quand je vais le rénover, quand je vais l'allonger, et dans les travaux que j'engage, je les engage pour 30 ans. Donc, c'est un investissement gros, mais qui, d'un point de vue économique, s'amortit aussi financièrement sur du long terme. Donc, ça permet aussi aux collectivités de ne pas arbitrer des investissements par rapport à d'autres. Quand vous investissez sur 30 ans et pas sur 10 ans pour un engagement financier, un engagement technique aussi long, vous pouvez justement ne pas arbitrer sur votre aménagement de la place, votre rénovation de la mairie, etc., etc. Ça permet justement d'avoir plusieurs combats en même temps et donc on répond à ces différents enjeux de transformation écologique par des financements qui sont adaptés. Et nous, en fait, dans les conseils qu'on va vous apporter, parce que voilà, on pourrait être un banquier qui vous dit quel est votre budget global, dites-moi, et puis moi je vous fais un prêt à tel taux sur 15 ans. On va aller chercher le projet et on va vous dire votre projet, pendant combien de temps vous allez l'amortir, techniquement, financièrement, vous posez des panneaux photovoltaïques, vous rénovez, vous refaites des fondations, vous faites des choses qui sont effectivement très durables. Nous, on va vous dire, là, on a une durée d'amortissement qui est adaptée sur du 30 ans, du 40 ans, voire du 50 ans. Donc, on peut aller très, très loin dans les durées et ça vous permet de lisser vos amortissements. Donc, il y a des solutions financières, il y a des choix techniques à faire. Donc, ça, effectivement, avec vos équipes techniques, c'est quelque chose que vous faites très bien. Mais nous, on peut vous accompagner pour vous aider dans ces décisions-là. Donc, voilà un petit peu des pistes. En complément? Alors, ma réponse sera beaucoup moins exquise sur les aspects financiers. Et du coup, j'ai consulté le panorama des financements des collectivités publié fin 2024. Et j'ai identifié 2 choses. La première, c'est que les collectivités continuent à investir de plus en plus dans la transition écologique.
C'était 10 milliards d'euros en 2023, de même ordre d'idée en 2024. Ça, c'est le point positif. Le point un peu moins positif, c'est que c'est loin d'être à hauteur de la stratégie nationale bas carbone. Très loin. Et sans être banquier, on constate quand on échange avec les collectivités, c'est qu'elles se heurtent à la disponibilité des crédits. C'est vrai qu'il y a eu un renchérissement du crédit. Et elles se heurtent aussi à une ambiance ou une culture de politique de ne pas vouloir s'endetter. Eh bien, le message de l'ADEME, c'est plutôt vous dire endettez-vous pour le climat. Et je pense que la démonstration qui a été faite à l'instant par Caroline pour la Banque des Territoires le montre très bien. Au contraire, dans ce contexte où les collectivités essaient d'équilibrer, de moins s'endetter, ça peut pas être paradoxal, mais nous, on vous dit endettez-vous pour le climat. Et je rajoute, s'endetter pour le climat, c'est aussi se désendetter un peu soi-même. Hein. Quand on fait de la rénovation forte, on a moins de frais de fonctionnement. On peut parler aussi d'une forme de rentabilité, d'impact évidemment extra-financier sur la stratégie que vous adoptez, mais on a aussi un retour sur ces économies que l'on peut avoir. Alors, sans rentrer forcément dans toute la boîte à outils de tout votre catalogue, c'est pas le but de la table ronde, et on y écoute aussi évidemment les témoignages du Var et de l'Hérault dans quelques minutes, mais peut-être pour côté ADEME, Banque des Territoires, quelques exemples d'actions, d'accompagnement pour, par exemple, limiter les émissions de gaz à effet de serre, pour favoriser le mix énergétique, ce que vous pouvez annoncer en termes d'accompagnement en collectivité, Fab. Alors, je vais vous parler de notre outil majeur qui est le Fonds Chaleur. Le Fonds Chaleur qui a été renouvelé pour l'ADEME à hauteur de 800 millions d'euros. Avoir en tête que 43% des consommations d'énergie sont liées à la production de chaleur. Chaleur pour nos bâtiments, chaleur pour l'industrie. Et que les 2 tiers sont aujourd'hui, besoins énergétiques sont assouvis par des énergies fossiles. Donc ça nous montre l'enjeu de maintenir ce fonds chaleur pour accompagner de la géothermie dans un établissement scolaire ou sanitaire et social, du bois énergie, de la récupération de chaleur fatale ou du solaire thermique. Donc on a ce dispositif qui est à votre disposition. Et surtout, en Occitanie, et donc à l'externe de Roussillon, puisque c'est le périmètre aujourd'hui, dans chaque département, vous avez une mission chaleur renouvelable. Il y a un syndicat d'énergie du Gard ici présente qui porte un contrat chaleur renouvelable avec l'ADEME, qui va vous permettre de vous accompagner dans le choix énergétique de production de chaud ou de froid, si on parle d'adaptation au changement climatique, le plus vertueux qui soit. Et donc là, ça va être de l'analyse d'opportunités, l'étude de dimensionnement de l'installation, ça c'est souvent sous-traité, on vous accompagne là-dessus, jusqu'à la réception des travaux. Et jusqu'au financement. On a délégué ça au niveau local à des conseils départementaux ou des syndicats d'énergie. Donc la chaleur renouvelable, allez-y, il y a des moyens pour vous accompagner là-dessus. Sur le déploiement du véhicule léger intermédiaire, Véli, alors. Alors ouais, merci. Ça c'est le deuxième exemple qui me tenait à cœur. Pas seulement parce que je suis venu à vélo, et que je suis cycliste au quotidien, c'est que c'est très... L'ADEME, c'est la massification, vous voyez, avec des outils lourds, le fonds chaleur, on déploie, on accompagne. Et puis, on s'est rendu compte que entre la voiture thermique ou même électrique qui fait 2 tonnes pour trimballer une personne qui en fait seulement 80, et le vélo, qui est intéressant, comme je l'ai fait aujourd'hui en secteur urbain, il y a un espace dans le secteur rural, périurbain, à occuper par d'autres formes de véhicules. Et ça, c'est le côté un peu pionnier d'ADEME. J'ai l'impression qu'on invente quelque chose avec ce qu'on appelle, on a lancé en 2022, l'extrail défi. Et à l'époque, on n'avait même pas le nom. Aujourd'hui, on l'appelle VELI. Véhicule léger intermédiaire. C'est donc l'espace entre la voiture et le vélo. Pour du périurbain ou du rural. On a donc une offre avec deux angles. Donc, dans le cadre de France 2030, on accompagne l'industrialisation. Et on a en Occitanie beaucoup d'acteurs qui s'engagent là-dedans. Et notamment, dans les PNE orientales, on a un acteur qui va mettre en place des châssis. Donc, on accompagne l'industrialisation du véhicule intermédiaire. Et puis, après, ça c'est l'offre. Et puis, tout se retrouve demande. Ces véhicules intermédiaires, c'est quoi? Kesako, ce remouli. C'est une voiture, c'est un vélo, ça va sur les pistes cyclables, ça va sur les routes départementales.
Et donc là, on expérimente sur certains territoires. On en a 2 en Occitanie. Ils ont fait 10 000 km avec ces véhicules intermédiaires. En fait, j'ai une photo, hein, comme... bon, tu en as une, ouais. Yvon. Et donc, notre objectif, c'est de faire... c'est l'extrême défi, c'est de faire 1000 fois mieux. Alors, 1000 fois mieux, c'est quoi? C'est des véhicules 10 fois plus légers, 10 fois plus sobres en termes de consommation énergétique et 10 fois plus durables. 10 fois plus durables parce que recyclables. Et puis, j'ai envie de dire, Made in France et Occitanie, si on peut, ça sera bien. Donc là, on sera 10 000 fois. Parfait. En termes de mobilité décarbonée, Madame Cartalier, quelques exemples et la stratégie peut-être de la Banque des Territoires aussi en Occitanie. Oui, alors sur la mobilité décarbonée, nous, on va financer tout type de projet, du tramway, par exemple, de Montpellier, au métro de Toulouse, de l'autre côté. Donc, ça sont évidemment des projets massifs, énormes. Et puis, on va financer également des pistes cyclables pour l'écolo, les monts de la Boirie, au niveau des départementales également, on va pouvoir accompagner ça. Donc, ça a été le cas sur plusieurs collines, Navel, par exemple. Et sur la mobilité douce, on accompagne aussi justement tout ce qui va être bornes de recharge électrique pour les véhicules. On a notamment financé donc, sous forme d'ingénierie des différents syndicats, comme le CIEDAL, on s'était porté par le CIEDAL, tous les syndicats menaient la même démarche sur cartographier finalement les besoins en termes de bornes de recharge électrique pour les véhicules et après donc les investissements des collectivités quand cette cartographie est établie. Donc c'est quand même des espèces de schémas directeurs pour ça que l'on peut accompagner. Sur la partie financement, enfin peut-être que j'y reviendrai après, mais vraiment le financement de ce type d'infrastructure est le même que pour toutes les autres infrastructures, que ce soit l'eau et la régulation, et c'est des sujets effectivement qui sont tous adossés sur le livret A, donc c'est des parts populaires qui financent les investissements des collectivités locales. Donc le livret A aujourd'hui il est à 2,4% et on indexe une marge puisque pour les projets justement divers, on a une marge de 0,4%. Donc aujourd'hui, vous allez financer des bornes de recharge, vous allez financer une piste cyclable ou le tramway de Montpellier et vous aurez un prêt à 50 ans sur 2,4 plus 0,4, 2,8%. Le livret A qui est laissé cet été normalement selon les économistes. Sur les réseaux d'eau, vous en parliez tout à l'heure, donc il y a les grosses collectivités, mais aussi les Ah oui, alors petites évidemment, je pense. nous on fait à peu près de 200 prêts par an globalement sur la transformation écologique du territoire en Occitanie. Il y a une petite moitié qui est dédiée à l'eau. Donc l'eau, c'est les réseaux, c'est les stations d'épuration. Donc on va financer tous ces projets sur là. Et de façon générale, ce sont souvent, la plupart de ces projets sont petits. C'est entre 300 et 800 000 euros d'investissement de prêt, pas d'investissement d'ailleurs, petit. Et bien on a aussi effectivement la régie de Montpellier qui peut nous solliciter, qui nous a sollicité l'année avec un très beau prêt. Donc les prêts sont, j'aurais tendance à utiliser le mot universel, mais finalement c'est tout type de collectivité, de toute taille, avec les mêmes conditions où qu'elles soient. Elle bénéficie exactement des mêmes conditions. Donc, vous pouvez essayer de venir négocier un taux, ça ne marchera pas. Ça sera le même pour tout le monde. Quelle que soit la situation géographique, financière de la collectivité, on proposera les mêmes conditions, quelle que soit la taille du projet. Je crois que le plus petit projet qu'on a fait, c'est 80 000 euros au niveau financement. Donc, on peut effectivement faire des financements très bas. Et on est beaucoup sollicité pour l'eau par les intercommunalités quand elles ont pris la compétence ou les syndicats. Les syndicats nous mobilisent beaucoup sur la thématique de l'eau. Et aussi dans les tendances, un sujet sur lequel vous montez en puissance, vous parlez de la gestion des déchets, recyclage. Exactement. Alors les déchets, c'est aussi un sujet environnemental sur la limitation des déchets évidemment, mais leur recyclage, leur réemploi des matériaux de façon générale est un réel sujet sur les territoires. On voit quelque chose qui frémit au niveau des collectivités. Donc, on est aussi en capacité de financer des centres de tri. On l'a fait dans le Gers. On a un très gros projet à Toulouse avec le syndicat d'Éco7. On travaille sur CAS aussi dans les Pyrénées-Orientales pour un projet important. Il va y avoir un prochainement aussi sur l'Hérault. On a différentes façons d'intervenir. On a une Vous êtes investisseur. Enfin, Éco7 à Toulouse, vous êtes investisseur. C'est quoi le critère qui vous fait passer de prêteur à investisseur? Alors, c'est un peu le critère de la collectivité, j'aurais tendance à dire, c'est qu'une collectivité qui va lancer une délégation de service public va mobiliser un groupement. En l'occurrence, là, on est partenaire sur Déco7 avec Suez. Suez qui est donc l'opérateur de ces différentes unités de valorisation énergétique et centres de tri.
Donc, on est partenaire avec Suez. On va créer une société qui va porter les investissements et exploiter l'ensemble de la délégation de service public portée par le syndicat. Mais on peut tout à fait financer directement le syndicat. En fait, c'est le choix de la collectivité selon la modalité de financement de son projet, où elle le délègue sous forme de délégation de service public et on peut investir. On va être des fonds propres près des capitaux et on va être investisseur donc au capital d'une société qui va porter ça. Ou alors, on a un prêteur comme un banquier, mais un banquier un peu particulier puisqu'on va venir sur uniquement des infrastructures de 25, 30 ou 40 ans. Donc, En matière de production d'énergie aussi. oui, alors la production d'énergie, alors les UVE, les unités de valorisation énergétique dans la partie déchets, contribuent à ta production d'énergie, électricité ou chaleur d'ailleurs. Et sinon, on travaille aussi en investissement avec des opérateurs comme Arcolia, par exemple, on le connaît bien, sur le territoire, comme Ocean Winds, sur les éoliennes offshore qu'on a au large de Port-la-Nouvelle. Donc là, également, on va être un investisseur. Nous, on ne prête pas aux opérateurs que on n'est pas une banque pour les entreprises, on est une banque des collectivités territoriales et des bailleurs sociaux, principalement d'ailleurs, en fait. Donc, c'est vraiment un enjeu important. Et là, on va venir pour un projet d'intérêt général qui va servir la collectivité à investir des fonds privés avec des entreprises privées. D'accord. Peut-être Camille, sur les exemples d'accompagnement, on verra tout à l'heure. On va passer à nos amis des Ygon Ezekiel et Bernard Agarini pour les deux zooms territoriaux, en quelque sorte. Bernard Agarini pour... en fait, tout simplement, vous deux, en fait, c'est la même question pour vous deux. Enfin, décrivez-nous en quelques mots vos territoires respectifs, qu'on apprenne à les connaître en quelques mots et en quoi ils sont particulièrement exposés pour des raisons différentes d'ailleurs, un peu en quoi vous êtes particulièrement exposés à ces enjeux de transition climatique et énergétique. J'aurais pu prendre 2 photos de mon territoire. Une photo assez bucolique qui ressemble franchement à un territoire de Toscane avec donc des vignes, avec des restanques, avec des oliviers. Et puis en arrière-plan, le toit du Var qui s'élève à 1700 mètres qui appartient aussi à notre territoire. Avec aussi des élevages. J'aurais pu aussi rajouter un canon César puisque le camp de Canjuers, qui est le plus grand camp d'entraînement occidental, se trouve sur mon territoire. Et puis j'aurais pu prendre aussi des photos de véhicules enchevêtrés, les uns sur les autres, parce qu'ils ont été emportés par des cours d'eau qui sortent de leur lit ou par des ruissellements. Et c'est ce qui s'est passé ces derniers jours sur mon territoire, puisque donc le dernier épisode méditerranéen qui a touché le Var, il a touché aussi le sud de mon territoire avec une personne qui a été ici noyée dans son véhicule parce qu'elle n'a pas pu sortir à temps. Voilà, donc c'est ça mon territoire, c'est un territoire centre-nord-Var, 900 km², 23 communes, avec une commune importante qui est la ville-centre de 40 000 habitants, et puis 3 villes d'environ 11 000 habitants, et puis après des villages, des villages de 200 habitants. Voilà, c'est tout ça. Et le défi que nous avons, territoire urbain et territoire fréois. Donc, j'étais assez intéressé par l'expérience que vous avez présentée sur les véhicules intermédiaires. 110 000 habitants, voilà. Et avec trop d'eau et trop peu d'eau, c'est ça aussi, c'est type d'enjeu, quoi. La donne sur notre territoire, on est donc le territoire méditerranéen comme vous, bien entendu, qui sont touchés par des extrêmes. 3 années de sécheresse, 2021, 2022, 2023, avec en 2024 un plan sécheresse qui prévoyait l'alimentation de la ville 140 000 habitants en bouteilles d'eau pour l'été, parce qu'il n'y avait plus de réserve. Fort heureusement, il y a eu un gros épisode pluvieux qui a duré à peu près un mois, qui a contribué à passer l'été. Et puis donc cette année, c'est presque trop d'eau, puisque donc il y a des débordements et des nappes qui sont pleines et qui ne jouent plus du tout leur jeu d'amortisseur. Et donc voilà. Et effectivement, c'est vraiment la tendance de fond que nous aurons à gérer, que nous avons déjà à gérer, puisque à Draguignan, les dernières 3 inondations, c'était juin 2010, il y a eu 23 morts. 23 morts, essentiellement par des gens qui avaient emporté dans leur véhicule, des gens qui ont voulu récupérer leur véhicule dans les sous-sols et qui sont restés coincés. Quelques-uns qui habitaient dans des maisons qui étaient tout au bord de cours d'eau, avec pas de possibilité de monter à l'étage.
et donc ont été aussi emportés par l'eau. Donc voilà, l'eau, elle est à la fois nécessaire, c'est un bien précieux, c'est aussi une tueuse, hein. Et d'ailleurs, sur mon territoire, il y a une légende, puisque c'est le territoire, l'image de la ville erratique, c'est le dragon. Et le dragon, c'est l'eau tueuse sur ce territoire. Parce que des inondations, historiquement, c'est documenté, ça existe. La simple différence, c'est la fréquence qui change plus. Avec les enjeux de prévention et les leviers d'action que vous pouvez mener, et ça on en parlera dans un deuxième temps. Merci Monsieur Alérégnier, Monsieur Izikel sur toujours en climat méditerranéen, mais là littoral, bien sûr, sur cette agglopole avec l'enjeu du recul du trait de côte sur lequel vous souhaitez insister aujourd'hui. Oui, bah, nous, c'est un territoire littoral avec 30 km de côte sableuse, essentiellement un peu de côte rocheuse, des lagunes rétro-littorales, et puis 2 petits massifs en arrière. Non, alors, décrivez-nous ce qui apparaît là, tout à l'heure à l'écran. C'est là ce que vous avez. C'est quoi Ce que vous avez à l'écran, c'est un des 2 lidos. C'est le lido de Frontignan. Il y a le même de l'autre côté à l'ouest, le lido de Sète. Le lido de Sète n'est pas urbanisé. Celui de Frontignan-l'est, il y a 3000 habitants. Notre territoire, il est déjà impacté en fait par les premiers signes du changement climatique. On a des problèmes de salinisation des sols qui impactent déjà la viticulture. On a un problème de réchauffement des eaux lagunaires, des développements de blooms, de phytoalgues toxiques qui impactent toute la conchyliculture, qui est une activité chez nous identitaire. Et puis on a sans doute le phénomène qui va nous impacter le plus sur le long terme, c'est le recul du trait de côte et l'élévation du niveau de la mer. On a protégé nos lacs littoraux autant qu'on pouvait le faire, 20 ans de travaux, 72 millions d'euros dépensés. On voit bien sur les efforts qui ont été faits sont parlants du ciel. Là, vous voyez ce qu'on appelle des épis, hein, donc une structure rocheuse qui sont perpendiculaires au littoral. C'est partie des travaux, il y a eu des rechargements en sable, il y a eu un intégrateur de houle à sec, le recul de la route stratégique déjà, qui était une amorce d'adaptation. Du côté de l'autre, celui qui n'est pas en photo, hein, c'est ça, ouais, ça. Et là, la stratégie, elle change un peu. La stratégie change un peu beaucoup. Un peu beaucoup, parce que le problème de la protection, c'est quelle que soit la protection que l'on mette en place, elle ne va durer qu'un temps. Ce qu'on a fait sur le lido de Sète, le recul de la route littorale, on a gagné 50 ans. Très bien. À l'échelle humaine, c'est énorme. Le lido de Frontignan, c'est beaucoup plus compliqué, on n'a rien pu reculer parce qu'il y a des habitations. Donc c'est pas durable. Mais ça ne dure pas et on n'a pas arrêté l'érosion. Le phénomène continue et avec ce qu'on nous annonce là, le niveau d'élévation, le niveau de la mer que l'on va avoir, et les protections vont devenir totalement illusoires. Il va falloir passer à autre chose. Cette autre chose, c'est comment vivre maintenant avec cette nouvelle donne. C'est l'adaptation de tout un territoire qui va être bouleversé. Parce que qu'est-ce qui se profile je pouvais expliquer à la salle, évidemment, qu'est-ce qui profile pour ça à 50, 100 ans, qu'est-ce qui se profile en fait pour c'est un territoire fragile, on voit bien leur fragilité à l'écran, mais qu'est-ce qui se profile? Qui se profile à 100 ans, c'est la perte des demi-dos. Les demandes de sable dont vous voyez à l'écran. Donc, elles sont totalement ennoyées. Bien, ennoyées, ça veut dire que l'eau vient, elle repart plus, hein. Elle n'est pas sur une fluoridisation fluviale. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'étang. Ça veut dire que le front de mer se déplace. Et au niveau des franges nord de nos étangs, c'est une recomposition totale du territoire. Ce qu'il va falloir imaginer, qui impacte l'habitat, qui impacte les déplacements, qui impacte les activités économiques. Il y a d'autres photos que vous vouliez projeter, on la projette maintenant ou pas? Si vous voulez, parce que c'est celle du lido de Sète, donc ils sont là. Je sais pas si Son pendant à l'ouest, là que l'on aperçoit là avec le pin en premier plan et cette grande bande de sable coincée entre mer et étang, qui de ce côté-là, on voit là au pied la dernière partie d'urbanisation de la ville de Sète, et après c'est vierge et urbanisation de Tédillon, jusqu'à Marseillon et Alde.
Et comment on fait dans ces cas-là pour accompagner côté Frontignan, donc côté habité, 1000 logements peut-être, 100 000, 3000 logements, 3000 logements, 3000 logements, d'accord, ok. Comment on fait pour accompagner les propriétaires pour les qui se fassent à l'idée de cette perspective qui est anxiogène, enfin ça donne pas énormément d'espoir, quoi. Donc on les accompagne comment quand on est puissance publique? Alors, on les accompagne comment? Notre idée, c'est de dire, là, surtout, on va pas... On pourrait aussi ne pas leur en parler. Ce qui est le choix, enfin, bon là, je mets les pieds dans le plat, mais enfin, il y a des territoires qui n'en parlent pas beaucoup, voire pas du tout, alors que les élus sont quand même au courant, on ne va pas citer les territoires. Là, vous faites le choix politique de leur en parler, de dire les choses qui fâchent, c'est un risque politique aussi peut-être. Donc pourquoi prendre Enfin, il y a deux questions. Dans la question, pourquoi vous faites ce choix de leur en parler, et puis comment vous les accompagnez aussi dans une perspective qui est pas folle, plus. Alors, pourquoi on fait ce choix? C'est un choix politique, complètement. C'est un choix qui consiste à dire, nous, on veut être proactifs sur ces sujets-là. On veut pas attendre. Parce qu'on sait qu'on touche à des questions d'urbanisation du territoire, de mode de vie, et que pour changer tout ça, il va falloir des décennies et des décennies. Alors, on a du temps devant nous. Mais le chemin que l'on ambitionne d'ouvrir, c'est un chemin de découverte. C'est-à-dire qu'on est des défricheurs. On ne sait pas où on va. Mais on veut se coltiner la question. Le problème que l'on a, c'est qu'il y a des parties de notre territoire qui vont être que l'on va perdre, très clairement, qui sont habitées, pour certaines. C'est comment on va faire pour accompagner les propriétaires sur le temps, encore une fois, mais comment on va les accompagner? Les quelques outils que l'on a aujourd'hui, la loi Climat et Résilience, comment on fait? Avec quel financement? Avec quelles règles du jeu juridiques? Et puis, ça, c'est le côté sombre de cette histoire. Le côté un peu plus lumineux, les perspectives d'avenir, c'est comment, même en perdant du territoire, on va pouvoir continuer à se développer sur ce qui nous reste. Comment on va pouvoir continuer à créer de l'habitat, De l'activité de l'activité économique, en se mettant à l'abri du risque et en artificialisant plus. Donc, ça suppose, il y a déjà des pistes de prospective qui sont présentées pas plus tard que ou demain, je crois, il y a une réunion demain, on lit qu'à Ballaruc, ce sont dans l'Hérault, pour ceux qui connaissent, on revient toujours maintenant au même sujet de densification, de prise de friche, c'est un peu ça, ce qui se profile. Il va falloir retisser, y compris densification de zones pavillonnaires, il y en a beaucoup sur d'autres territoires. Oui, il faut retisser complètement le tissu urbain. Alors, on a une chance sur notre territoire pour l'activité économique. C'est qu'on a un leg de 200 hectares à peu près de friches industrielles. Polluées, bien sûr, parce que, voilà, ce serait trop gros, ça la brique. Elles sont polluées, il faut les dépolluer. Certaines sont déjà en cours de dépollution. Là, on a un potentiel très fort. Elles sont très bien placées pour faire de l'activité. On aura du mal à faire de l'habitat dessus. L'habitat va être un vrai casse-tête. Parce que là, il va falloir aller chercher où est-ce qu'on peut densifier dans des lotissements un peu obsolètes. Comment on peut réussir à redensifier Dans un route qui est hyper attractif. dans une zone qui va rester attractive, mais ça fait aussi partie du deal de réfléchir l'urbanisation de demain en ne perdant pas les aménités. Parce que vous comprenez bien que quand on perd les lidos, on perd de l'hôtellerie de plein air, on perd du balnéaire. Est-ce que la nature va nous aider à recréer des plages? On n'en sait rien, mais nous, peut-être réussir à recréer des formes d'activité balnéaire d'une manière ou d'une autre. On a tout ça à réfléchir. Et vous faites pas cette démarche tout seul dans votre coin, puisque vous avez signé avec l'État, je crois, un projet partenarial d'aménagement, un PPA, je crois que vous êtes sur le seul agglo du littoral méditerranéen à la Boire-Sillé, me semble-t-il. Il y en a 6 autres, mais je sais pas ça d'Atlantique. C'est ça. Donc ça vous aide en quoi? Alors, c'est ça partie d'avoir signé un PTA. Le projet partenarial d'aménagement, c'est un cadre de partenariat avec l'État. Parce que sur des questions comme ça, on a besoin de l'État à nos côtés. Parce qu'on va faire forcément bouger les lignes. Réglementaire, c'est compliqué. Mais on va faire bouger des lignes. On est obligé de faire bouger les lignes. On ne peut pas aménager avec la même réglementation qu'aujourd'hui, demain. Ça ne marchera pas. Je ne parle pas de détricoter les réglementations. Je parle juste de pouvoir adapter raisonnablement.
Et bien sûr, ça nous permet aussi de bénéficier, c'est pas rien, d'un accompagnement financier. Et là, on a l'État, mais on a aussi la Banque des territoires qui est à l'autre côté, la région, le département, le PF Occitanie. Ok. Très intéressant, on pourrait en reparler encore longtemps. On va peut-être juste avancer. Peut-être ça en est où, ce PPA, en quelques mots? Je crois que c'est triannuel, me semble. Oui, ça, ou je n'en ai deux. On a démarré il y a 1 an. Ouais. On a fait l'écart de recul du trait de côte à 30 ans et à 100 ans. On a démarré, Car ils ne sont pas encore totalement finalisés. pas totalement, il reste encore un bout sur lequel on bute, méthodo sur la partie falel, usage que tu veux pas 7, à page méthodo aujourd'hui, papa. Et on a démarré des vraiment en s'attacher citoyenne, qui se poursuit là encore demain matin. D'accord. Un mot, encore une carte alliée peut-être sur le. C'est un dossier, je mets une coup, vous suivez ça? Ah oui, oui, enfin, et puis il est avant-gardiste. Hein. Enfin, c'est une rare collectivité en Occitanie qui a bras le corps le côté du retrait du trait de côte qui est un peu identifié. Donc, c'est tout à fait parlant. C'est très bien. Nous, on participe à hauteur de 15% du financement du PPA, mais voilà, on est surtout là pour accompagner, prendre des idées, essayer de les faire démultiplier sur notre territoire. Hein. Le PPA est un outil, on va dire, juridique partenarial hein, qui met autour de la table différents partenaires sur le projet. Il y en a un autre à Pafillon qui n'est pas sur le retrait du trait de côte, donc ça n'a rien à voir. C'est une démarche qu'il faut absolument accompagner parce qu'elle va être pilote, c'est pour d'autres. Il va falloir pouvoir le refaire sur la côte. Il y a vraiment beaucoup de sujets sur le littoral, notamment sur le logement. Et le PPA est un petit parmi d'autres, hein, mais c'est en tout cas un outil qu'il faut absolument mobiliser pour créer ces synergies. Et c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé, il y a aussi quelques infrastructures sur votre territoire. Il faudra aussi que des gestionnaires d'infrastructures, d'État aussi, quelques-uns, prennent leurs responsabilités face à des sujets stratégiques hein, sur des lignes de chemin de fer. La ligne chemin de fer qui est mettre donc des chemins de fer uniques aujourd'hui, que l'on va perdre à une échelle du siècle. D'après vous, alors bon, on ne va pas rentrer dans des débats, dans des batailles d'experts. D'après vous, elle est perdue à très long terme. C'est bon moi qui le dis. C'est pas vous qui le dites, c'est la communauté. C'est les cas. C'est la communauté scientifique. C'est la communauté. On a une méthode aujourd'hui DRGN CEREMA pour évaluer cette question du recul du trait de côte. Parce que vraiment tout est au contraire, l'étude vous d'apporter. Bien sûr. Et ça, c'est BABA du PPA. C'est poser une connaissance que l'on puisse engager, qui soit intangible. Oui. Et donc, on nous dit à 100 ans, perdez les dolidos, les infrastructures qui les traversent, routes, voies ferrées. Oui, il n'y a pas que des pavis. Hein. Il n'y a pas leur déposer. C'est important de leur rappeler. OK. Donc, c'est des enjeux qui ne concernent pas que cette salut local. Tout à fait. Merci pour Dracélie, Provence, Verdon, agglomération, pour être précis. Monsieur Agarini, je crois que vous avez mis en place une organisation spécifique au sein de votre collectivité il y a 1 an, la fabrique des transitions pour essayer de créer une synergie, d'embarquer tout le monde. Vous pouvez nous raconter ce qui a été mis en place? Oui, et pourquoi? Alors, ça résulte d'une autre expérience dans une autre collectivité, qui était DGS de la collectivité Tellieu et Cuire dans le Rhône. Et j'avais mis en place une nouvelle donne managériale avec l'objectif de travailler sur les transversalités, qui sont les questions qui, pour moi, trouvent des réponses par des regards croisés. Et des choses auxquelles nous sommes confrontés, le repli du trait de côte, l'alimentation, l'eau dans mon territoire. C'est une question qui va irriguer l'agriculture, qui va irriguer l'industrie, la consommation humaine, la biodiversité et la vie, de l'ensemble du vivant sur le territoire. Donc, il faut qu'on ait des regards vraiment les plus transversaux possibles. Et donc, j'ai pris mon poste il y a 1 an en Martinique et je me suis dit qu'il fallait qu'on travaille avec une triple perspective. Il fallait qu'on comprenne et qu'on ait de la donnée pour comprendre ce qui allait arriver sur le territoire. C'est un peu ce que vous avez fait ici aussi, grâce au diagnostic que vous posez sur un territoire. Il fallait qu'on ait la capacité à avoir de la donnée fiabilisée pour comprendre et qu'on amène aux élus de la connaissance sur ce qui allait se passer sur le territoire pour les prochaines 50 ans, au moins. Et l'opportunité que j'ai eue, c'est que nous travaillons actuellement sur la révision du SCOT. Et donc, on a vraiment mis à profit cette dynamique pour amener de la connaissance aux élus, pour en dire apporte.
allez prendre des décisions sur l'aménagement, il faut que vous sachiez de quoi on parle, précisément. Et donc, il y a dans cette fabrique des transitions un volet données. Donc, on travaille en partenariat avec la région sud, la région Alpes-Côte d'Azur, qui a développé un observatoire assez intéressant et assez bien documenté. Et donc, on va chercher la donnée pour essayer de comprendre et d'établir des scénarios en se faisant aider aussi par le GREC Sud, qui est donc le GIEC local chez vous, qui permet d'analyser finement. Et puis, cette fabrique des transitions s'appuie aussi sur de l'organisation et méthode, parce que pour travailler différemment, il faut avoir les outils pour travailler différemment. Il faut avoir donc de la méthode, de coopération, puisque on est tous confrontés à nos travaux en silo et qui sont à peu près logiques quand on produit l'action Coopération interne. en interne, pour développer des compétences nécessaires pour que les managers puissent travailler en projet. Et donc aller chercher des compétences dans d'autres services pour travailler sur des sujets. Je vous ai donné l'exemple de l'eau, qui est vraiment le sujet transversal. D'autres sujets transversaux sur lesquels nous travaillons, c'est l'habitat. L'habitat, ça transcende les directions qui portent certaines politiques publiques. C'est une problématique un peu globale. Ça allait interroger des questions de mobilité, ça allait interroger des questions de foncières, etc. Donc, de commun. Donc, vraiment, c'est hyper transversal. Et puis, dans cette direction, il y a aussi un ingénieur qui porte les dispositifs sur lesquels nous avions un peu de retard, le PCAET. Bon, ça y est, c'est produit. Et le territoire engagé transition écologique, ça c'est le dispositif de l'ADEME, puisque dans la passée donc collectivité, on l'avait déjà travaillé. Donc je souhaitais qu'on se mette là-dessus, parce que ça permet de poser un cadre d'action qui est intéressant, parce que lui aussi dynamique de transversalité. Et donc on est là-dessus sur ces questions-là, parce que les enjeux du territoire, donc c'est l'eau, trop peu. C'est réfléchir sur notre autonomie alimentaire. Aujourd'hui, c'est un territoire qui est pourtant agricole et rural, mais 4% d'autonomie. 2 jours. En 2 jours, si on n'est pas alimenté comme tout un chacun par les moyens de mobilité que nous connaissons et la logistique que l'on connaît, il y a plus à manger. Donc ça, c'est quand même assez frappant. C'est un territoire qui a été de tout temps un territoire de production agricole. Et aujourd'hui, il y a plus aucune sécurité alimentaire. Nouvelle culture managériale, donc à mettre en place, ça en est où? Je crois qu'on dit que c'est quand même un processus au long cours, c'est difficile à évaluer encore. C'est une démarche que vous avez lancée il y a 1 an environ. Je vais attendre un peu pour faire un bilan. Oui. Donc là, je tire l'expérience de mon précédent poste. Quand on lance une nouvelle forme de donne managériale, il faut compter 3-4 ans pour qu'on mesure les effets dans les services. Et donc, c'est quand même... C'est quoi les conseils que vous pouvez donner? Parce que vous mettez en place, tout cela, c'est des problématiques auxquelles toutes et tous sont confrontés, j'imagine. Eh bien, il faut avoir la question du temps en tête, le temps long et le temps profond. Le temps long, c'est-à-dire, c'est des nouvelles formes d'organisation qui nécessitent d'acquérir des compétences, donc qui doivent être accompagnées. Ce n'est pas inné. Et c'est pas faire injure à nos collègues que de penser que c'est pas inné. C'est pas inné. Voilà, il faut avoir les techniques, les outils, l'intelligence collective, ça se travaille. Donc, régulièrement, il y a des formations, régulièrement, il y a des exercices pratiques. Mon codir, chaque réunion codir, on fait de l'information et qu'après, on travaille ensemble. Et ça, je crois que c'est ça, on pense. Et donc, et le temps long, voilà, c'est minimum 3 ans, absolument pas. Et vous avez aussi une dimension un peu exploratoire dans votre territoire de recherche, action, qui est assez intéressante, je trouve, dans le domaine de l'eau, par exemple. Vous pouvez en parler un petit peu? Oui, là, on s'appuie sur un dispositif, là encore, financé par l'ADER, qui nous a proposé que notre territoire soit territoire d'investigation et de recherche sur le thème de l'eau. Donc, dans un premier temps, il y a eu un travail de recensement un peu exhaustif. Quels seraient les thèmes sur lesquels des chercheurs pourraient venir
travailler sur un doctorat sur des thématiques autour de la question de l'eau, tout confond. Ce premier travail doit nous être présenté d'ici fin juin. Et ensuite, dans un second temps, ce dispositif sera présenté au monde de la recherche pour que des aspirants doctorants puissent venir travailler sur le territoire. Et en parallèle, nous avons déjà enclenché deux dispositifs CIFRE, qui sont les contrats qui permettent de financer des doctorants. Donc la première doctorante va nous accompagner sur la désidérabilité des centres anciens. Comment parce que comme partout, nos centres anciens sont précarisés, avec des populations qui sont extrêmement précaires, qui viennent habiter dans les centres parce que par chance sommeil, parce que tout ce qu'on sait. Et puis l'autre doctorante va travailler, elle, sur une question de transition qui est comment on travaille sur un nouveau récit pour les temps à venir à partir d'un travail plutôt de bi. C'est une plasticien, voilà, qui va nous aider à travailler, à réfléchir ensemble sur cette dimension. Et vous impliquez, après on finira là-dessus, parce qu'on ne peut pas tout aborder, malheureusement, sur l'implication de la jeunesse, c'est assez intéressant, ça. Il y a un Parlement du vivant qui a été mis en place en 2 mots. Vous pouvez nous expliquer cette initiative? Ouais, donc c'est vrai que l'eau chez nous, ça a un vrai intérêt et c'est une vraie question. C'est un vrai questionnement. Quand pendant 3 ans, vous voyez la rivière qui traverse la ville principale ne plus couler, ça provoque un choc visuel. Et donc, ça induit beaucoup de réflexions et de travaux. Donc, je vous ai présenté toute une série de réflexions-actions. Et on a eu la chance d'accueillir en janvier dernier Baptiste Morisot, qui est donc le philosophe du vivant. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à lire ses ouvrages qui sont absolument remarquables et qui sont des ouvrages qui aident à comprendre comment nous sommes des vivants parmi les vivants et quel intérêt on a à se penser comme ça. Donc Baptiste Morisot, philosophe, qui est venu faire une intervention et qui nous a donné l'idée très 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 subie, alors qu'on n'avait pas fait beaucoup de publicité, mais vraiment un amphi comme ça, totalement plein en demi-heure. Donc pour dire que c'est pas vraiment, c'était pas très suivi. Et ça nous a donné l'idée de réfléchir et penser à proposer à des jeunes de 16 à 25 ans, en lien avec un colloque qu'on avait lancé aussi en partenariat avec l'université de Draguignan, parce que c'est une université qui dépend de l'université de Toulon, un colloque autour du droit de la nature. Et on s'était dit, il y a peut-être quelque chose à faire et à travailler pour donner la parole à d'autres formes de vivants sur un objet précis. Donc l'objet précis, c'est un segment de la rivière qui traverse la ville-centre, qui s'appelle la Nartubie. Et pour se dire, comment on peut faire pour prendre en compte d'autres points de vue, d'autres vivants, dans les aménagements ou les non-aménagements qu'on va pouvoir penser sur ce segment-là. Et on a proposé donc à des jeunes de venir réfléchir avec nous à partir des éléments qui avaient été enseignés les conclusions qui étaient tirées de ce colloque, et avec l'intervention aussi de Baptiste Morisot, qui réfléchit beaucoup sur ces relations de vivants entre vivants. Il prenne la parole au nom d'une espèce. Voilà, il prenne la parole au nom d'une espèce. Je suis exemple. Alors, je sais pas. Ouais, la crevette, voilà, crevice, en celui-là, l'écrevisse à pattes blanches. Je suis une espèce végétale d'X, etc. Et l'on suit, je suis allé, voilà, et j'ai, voilà mon habitat, voilà ce dont j'ai besoin. Ok. Comment, voilà. Donc, le processus est en cours, hein. C'est vraiment une expérimentation. Et à la fin de l'année, l'objectif, c'est que ces jeunes, une vingtaine environ, puissent venir devant l'assemblée délibérante de la collectivité pour présenter le fruit de leurs travaux. Et un peu leur regard par rapport aux questions d'aménagement qui se posent. Voilà. Parfait. Merci. On peut les applaudir. Je trouve que c'est très intéressant pour tes candidats. Peut-être essayer de mieux, ouais. Leur tournement, c'était des sujets passionnants. Ouais.
on a duré un petit moment, mais bon, on aurait pu durer encore plus. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle avant qu'on parle d'intelligence artificielle pour clôturer la journée? Ou pas? Oui? Ah, non? Ah, non. Je croyais, excusez-moi, mais ça va être la lumière. Il n'y a pas de questions? Peut-être Camille Fab, je vous avais coupé sur un ou deux exemples concrets de projets que vous accompagnez en Occitanie Est, Oui, ici. simplement si on me permettait d'élargir, parce que Bien sûr, aussi, oui. bon, tout à fait, l'équipe ici présente, au début, bon, on peut conforter dans une espèce d'éco-anxiété et les actions qui ont été engagées me donnent beaucoup d'espoir en cette date de week-end. Donc j'espère que vous ressentez aussi. Oui, parce qu'à l'ADEME, on a bien raconté des belles histoires aussi. Hein. Et je reviens sur cette question de la chaleur renouvelable ou la chaleur fatale. Pour raconter l'histoire des Pyrénées-Orientales. C'est au début des années 2000, à la mise en place de la loi de 92, Yvon s'en souvient, hein, la collecte sélective et puis la valorisation des déchets dans le ville. Ils ont fait le choix d'un incinérateur. Ils ont les mots, hein, l'incinérateur. UVE, UION, etc. Et cet incinérateur, il se contentait de valoriser l'électricité. Bon. Et c'est là que l'ADEME intervient, en finançant un échangeleur, pour excéder la chaleur de cet incinérateur et maximiser leur rendement énergétique. Un réseau de chaleur de 10 km qui va alimenter des quartiers, des zones d'activité économique, mais aussi une unité de métallisation. La métallisation, vous le savez tous, ça fonctionne de façon mésophile. Donc les digesteurs, pour digérer la matière organique, on revient aux déchets du territoire, les retraits de fruits et légumes, notamment dans les Pyrénées-Orientales, ont besoin de chaleur. Donc c'est du digesteur mésophile. La chaleur vient du réseau de chaleur qui lui-même vient d'incinérateur, qu'on a subi. Et donc, ce réseau de chaleur, il produit du biogaz, ce métallisseur, il produit du biogaz injecté sur le réseau GRDF. J'arrive à la fin de mon histoire. GRDF, donc, distribue de la molécule de CH4, de biogaz, qui alimente une station de distribution de gaz naturel et biogaz qui alimente la peine à ordures ménagères de la collectivité. Et c'est où ça? Ça, c'est dans les PO, ça, depuis Cals jusqu'à la zone de Torémy. C'est un exemple. Très bien. D'accord. Donc, comme quoi la chaleur et les déchets, on parle d'EIT à l'ADEME, écologie industrielle et territoriale, mais c'est surtout du GBS, du gros bon sens, comme vous savez avoir dans vos collègues. Du GBS, voilà. On peut finir là-dessus. Merci du GBS. Bravo. Merci. Merci à Akilita.